y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied, attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce il que... est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, nous allons parler du dernier film de Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau, L'accident de piano. Et pour parler de ce film, je suis avec Liam. Comment ça va, Liam? Eh bien, ça va super bien. Et j'espère que tu vas bien également. Ça va très bien, oui, je te remercie. Et donc, comme je viens de le dire, nous allons parler de L'accident de piano. Nous passons une petite bande-annonce et on se retrouve juste après. Vous êtes prête ? Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Alors, l'accident de piano, de quoi ça parle? Magali, une youtubeuse devenue influenceuse sans aucune morale, s'est beaucoup enrichie en postant sur les réseaux sociaux des vidéos chocs. Un grave accident survenu lors d'un tournage l'oblige à se retirer dans un chalet en montagne où l'accompagne son assistant personnel Patrick. Une journaliste détenant une information compromettante pour Magali retrouve sa trace pour la faire chanter. Liam, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de l'accident de piano? Bien sûr. Alors, mon avis sur le cinéma de Quentin Dupieux est souvent plutôt positif. J'apprécie beaucoup sa manière de jouer sur une forme d'irréalité pour mieux en tirer quelque chose qui est assez absurde, mais cohérent dans son absurdité. Ce qui peut paraître un peu compliqué, mais je trouve justement qu'il arrive à avoir cet équilibre qui, pour moi, explosait le mieux dans Yannick, qui est à mes yeux son film le plus maîtrisé, le plus carré, mais arrivant quand même à respirer ce style bien Dupieux. Alors, évidemment, je sais que son cinéma peut être très clivant, comme ses derniers films, Le Deuxième Acte ou Dali, qui m'ont laissé intrigué, mais en même temps un peu sur le côté par rapport à certains aspects. Et c'est pour ça que je trouve intéressant que cet accident du piano repart vers quelque chose qui fait très carré, qui a ici un règlement représenté d'une manière différente. On n'est pas dans le rêve de Dali, on n'est pas dans un deuxième acte qui joue sur du méta et qui finalement s'autodévore. Ici, on est vraiment dans une forme assez contemporaine qui interroge le rapport à l'image, qui interroge le rapport à soi. Et pour moi, c'est vrai que ça peut un peu frôler le boomerisant, quelque chose qui a été souvent critiqué avec Quentin Dupieux, mais ça ne le touche jamais totalement. Et en même temps, ça permet justement d'aborder ces thématiques avec quelques points d'intérêt, et notamment la prestation d'Adèle Exarchopoulos, que je trouve comme toujours excellente, sachant elle a une énergie tragicomique ici qui explose et qui pour moi porte vraiment le film. Et en même temps, j'ai l'impression que l'accident du piano n'arrive pas totalement à aller au plus loin de son rapport acide, à aller dans sa forme d'absurdité, et finalement que ce côté très carré, qui fonctionnait dans un Yannick où chaque plan était réfléchi, impeccable, et arrivait justement à trouver sa folie intériorisée jusqu'à un dernier plan d'une grande tristesse à mes yeux, et bien ici, je trouve que ça étouffe un peu le propos. C'est un peu dommage parce qu'il y a clairement de l'idée, il y a toujours quand même ce côté très carré chez Dupieux, qui est un peu, j'en parlais dans un article, un marronnier du cinéma français, de sorte on sait que Quentin Dupieux va arriver chaque année avec son nouveau film et que chaque année ça va cliver la critique et même le Twitter cinéma, comme on peut le constater. Mais voilà, je crois que celui-ci m'a le plus laissé de côté, justement parce qu'il était peut-être un poil trop premier degré et finalement n'arrivait pas à aller au bout de son horreur, de sa violence, jusqu'à un dernier acte qui justement avait la possibilité d'exploser. Et pour moi, pas vraiment sa résolution,
ça passe un peu à côté de l'envie. Je n'en parle pas comme un ratage, évidemment, mais clairement loin de là. Je trouve vraiment qu'il a des pistes intéressantes et je serais très curieux d'écouter les tiennes. Mais il y a quand même un peu ce sentiment de déception, d'une folie qui ne va pas au bout de son ambition et même de son intérêt. Du point de vue de la folie, c'est difficile de te donner tort dans le sens où oui, effectivement, je pense que déjà, je pense qu'une des raisons pour laquelle le film est assez mal aimé, même de la part de ceux qui d'habitude apprécient le cinéma de Quentin Dupieux, c'est que il laisse un petit peu de côté pour la deuxième ou troisième fois, je dirais, ou au moins la deuxième fois, après Yannick, ce qui est assez évident sur ce point, il laisse un petit peu l'absurde de côté. C'est-à-dire que même si on a des situations un petit peu absurdes et des choses qui... Des paroles, des actes de personnages qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on pourrait voir dans la vie de tous les jours, il n'empêche que c'est pas un film aussi absurde que peut l'être un réalité ou comme peut l'être un Dali comme il a fait il y a peu de temps. À partir de là, forcément, ça peut un petit peu déplaire, d'autant que non seulement ce n'est un petit peu moins absurde que d'habitude pour un film de Quentin Dupieux, mais en plus c'est un peu moins drôle, dans le sens où il y a moins de blagues, il y a moins de situations humoristiques, il y a moins de gags, et on est vraiment dans une ambiance un peu plus noire, un peu plus sombre, voire un peu dérangeante. Il y a beaucoup de choses qui permettent ça. La première chose, c'est déjà ce ton un peu lourd des personnages qui, effectivement, tu l'as dit, sont assez noirs, sont assez crus par rapport à d'habitude. Il y a aussi cette bande-son qui a été composée par Quentin Dupieux lui-même sous son pseudonyme de Mister Oiseau, que j'ai évoqué au début de l'épisode, qu'en fait il a composé sur le fameux piano qui est désaccordé du film. On voit que ça fait un espèce de son qui n'a pas trop de sens, on entend même des sons parasites j'y connais rien en termes de piano, mais certainement, vous savez, les tiges, les machins qui partent un petit peu dans tous les sens, et ça s'entend vraiment à l'oreille, et ça donne un côté vraiment d'une tension et d'un malaise vraiment palpable. Une des premières séquences où on entend ce piano qui, moi, m'a marqué du moins, c'est quand Magali, donc le personnage qui est joué par Adèle Exarchopoulos, part faire des courses et revient de ses courses, et il y a le personnage de Karim Leclou qui la suit en scooter, et d'un coup on entend cette musique avec ces sons qui sont complètement dissonants, et ça donne un côté, on sait pas trop du coup ce qui va arriver. Est-ce que ce personnage est mauvais? Qu'est-ce qu'il veut en fait au personnage de Magali? Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Est-ce que c'est un tueur, un violeur, un voleur? Qu'est-ce qu'il compte faire? Et en fait, factuellement, il fait pas grand-chose. Et on apprendra par la suite que c'est juste un fan, pour le coup, harceleur sur les bords, qui veut absolument sa photo ou son petit selfie ou discuter avec le personnage de Magali. Et donc, encore une fois, cette ambiance sonore est vraiment très palpable et m'a beaucoup marqué. Autre chose qui est marquant, c'est que c'est un des rares films de Quentin Dupieux, encore plus récemment, qui est plutôt beau à l'image. C'est une image qui est franchement bien soignée, qui est vraiment très jolie. Ça m'a un petit peu surpris, même des fois, à des moments où je me suis dit que vraiment ce plan est beau. C'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de dire dans des films de Quentin Dupieux, qui s'amuse à faire ces films un peu flous, qui s'amuse à faire des plans qui sont comme s'ils étaient ratés, des plans qu'on mettrait pas dans un film d'ordinaire. Je pense à Incroyable mais vrai, par exemple, qui est flou quasiment de A à Z. Et on sent que c'est vraiment une volonté artistique un peu. J'ai l'impression que L'accident de piano, c'est comme s'il montrait que oui, quand il fait des films flous, c'est du flou volontaire. C'est volontairement moche, disons. Par exemple, il y a ce côté... je pense à ça parce que dans les flashbacks de L'accident de piano, tous ces flashbacks sont flous. C'est-à-dire qu'il y a seul le personnage de Magali jeune qui est plus ou moins net, et tout le décor autour d'elle est flou, et ça a d'autant plus de sens qu'à ce moment-là, Magali raconte un souvenir, donc qu'elle se rappelle parfaitement d'elle et qu'elle se rappelle assez peu de ce qui l'entourait à ce moment-là, reste cohérent. Et voilà, c'est une ambiance qui me plaît particulièrement parce que j'aime aussi ce côté un peu noir qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez Quentin Dupieux, mais qu'on voit quand même de plus en plus souvent. Je trouve que le deuxième acte, son film précédent, amorçait déjà un petit peu ce côté-là, amorçait ce côté un peu plus pesant, un peu plus glauque, et avec ces histoires de meurtres qui du coup sont, enfin là c'est pas du tout un meurtre, c'est plus un suicide, un faux suicide, un double suicide. Enfin, il y avait vraiment, c'était des sujets très graves traités avec vraiment beaucoup de sérieux, et c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir, même si,
et je vais te relaisser la parole après ça, même si tu as autre chose à dire, j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur le film, mais je vais éviter de partir dans un tunnel. Mais autre chose qui est vraiment marquant, et beaucoup l'ont déjà souligné, on n'invente rien, c'est le parallèle assez évident avec Le Dain, donc un de ses précédents films qu'il a fait, il me semble c'est en 2019 qu'il est sorti, Le Dain, avec Jean Dujardin, qui est un petit peu sur le même système, c'est-à-dire c'est un personnage qui devient progressivement fou, ou du moins dont on découvre progressivement sa folie. Ça se passe à la montagne, il y a beaucoup de chalets, il y a des meurtres, et c'est traité vraiment, pour le coup, de la même manière, avec ce ton un petit peu sombre, un petit peu glauque, pareil, voilà, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ses autres films, à ceci près que Le Dain gardait quand même ce côté très absurde de ce personnage, en fait, qui devient progressivement fou parce que il devient obnubilé par sa veste en daim, et il se met à vouloir récupérer tous les autres blousons pour être le seul à avoir un blouson en daim. Enfin, c'était vraiment complètement absurde, mais c'était plutôt drôle. Et un autre parallèle qu'il y a entre Le Dain et l'accident de piano qu'on peut avoir, mais ça c'est un parallèle qu'il y a dans énormément de films de Quentin Dupieux, et j'y reviendrai, c'est tout le discours en fait autour de la notion de cinéaste et la notion d'artiste en tant que tel. C'est-à-dire que dans Le Dain, c'est un personnage qui veut filmer et qui veut se filmer avec sa caméra, etc., et qui veut filmer des choses. C'est ce rapport à l'image qu'il y a beaucoup dans Le Dain. Et dans l'accident de piano, évidemment, ce rapport à l'image, cette fois-ci raccourci, l'image en forme de short, l'image, on va dire voilà, l'image YouTube, l'image TikTok, mais également la notion de l'artiste avec Magali, qui a beaucoup de phrases également qui ont été beaucoup commentées et qui sont assez, je pense, représentatives de ce que peut penser Quentin Dupieux de sa condition d'artiste. Je pense à cette phrase par exemple qui dit Magali prononce j'utilise le mot artiste car mon activité me permet de réussir sans aucun effort. Je pense que c'est quelque chose que si Quentin Dupieux devait répondre à une interview, c'est quelque chose qui pourrait dire assez aisément, avec son côté un peu je m'en foutiste qui dégage assez régulièrement, que ça soit dans le peu d'interviews qu'il accorde ou dans les avant-premières qu'il fait. Mais il y a énormément de choses comme ça. C'est le questionnement par exemple de Sandrine Kiberlin qui lui dit mais pourquoi vous continuez à vous mutiler alors que vous n'en avez plus besoin ? Sous-entendu, maintenant vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous n'avez plus besoin de faire ces choses où vous vous blessez vous-même. Pourquoi continuer en fait à faire ces vidéos ? Sous-entendu, pourquoi continuer à faire ces films maintenant que vous avez réussi, maintenant que vous avez une certaine renommée ? Alors je pense pas que Quentin Dupieux soit richissime comme Magaloche dans l'accident de piano, mais il y a ce genre de choses. Et une autre phrase qui m'avait beaucoup marqué, c'est quand Sandrine Kiberlin, donc qui joue la fameuse journaliste qui lui fait du chantage, lui dit mais vous n'avez jamais ressenti d'usure, et Magaloche lui répond les facteurs distribuent le courrier tous les jours, tout le monde fait le même métier toute sa vie. Et ça aussi c'est quelque chose qui est assez je trouve que ça casse un petit peu aussi ce mythe de l'artiste qui doit se renouveler, l'artiste qui peut décider de quand faire quelque chose ou pas. C'est non, Quentin Dupieux c'est un cinéaste, son métier c'est cinéaste, son art c'est cinéaste, alors il est musicien également, mais voilà, c'est son métier, donc il n'y a rien de choquant à ce qu'il fasse des films en boucle, et d'une certaine manière je pense qu'il répond aussi à cette semi-critique de ses détracteurs qui aiment bien relever qu'effectivement il sort un film par an, 2 films par an, qui sort énormément de films. Depuis Au Poste, il doit être à une dizaine de films. Au Poste, c'est sorti en 2018, je crois, ou 2019. C'est pareil, c'est sorti il y a assez peu de temps. Il a dû sortir une dizaine de films en 6 ans. C'est quand même assez conséquent. Mais effectivement, il a un métier et il le fait. Après, on aime ou pas ses films. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à en dégager. Et moi, j'adore particulièrement tout ce qu'il dégage du point de vue de la notion de l'artiste en tant que tel. Je trouve que c'est toujours très intéressant chez Quentin Dupieux et ça se reflète dans énormément de ses films. Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et c'est vrai que pour revenir à l'un de ses anciens films, il y avait aussi ce côté dans Dali qui, au-delà, pour moi, de l'exercice de style on va représenter l'artiste sous différentes personnalités, il y a surtout cette interrogation de comment appréhender totalement la création, l'artiste derrière. Et au final, comment peut-on réfléchir à l'art sans enlever une part de mystère à l'artiste. Et c'est vrai que c'est intéressant la manière dont tu parles de ça, parce qu'il y a ce côté effectivement plus triste dans celui-ci, où le fan n'est là que pour réclamer un selfie sans plus s'interroger sur la création. L'artiste est désabusé, cynique. Et encore une fois, est-ce qu'on peut l'appeler artiste? C'est une question qui vaut la peine. C'est vrai que là-dessus, ce sont des points intéressants que tu soulèves. Et en même temps, je trouve peut-être que la froideur du film à ce sujet se retrouve
peut-être un peu trop contre. Alors, je ne dis pas pour ça que Dupieux est l'artiste le plus chaleureux qui soit, mais c'est vrai qu'il y a ce côté en coulisses un peu interrogateur, mais qui en même temps, encore une fois, a joué de son absurde pour amener une émotion humaine. Je pense Au Poste, également, que j'avais beaucoup aimé, qui, derrière son côté très absurde de l'interrogatoire et du côté presque théâtral, cyclique, eh bien, se dégage une peur de la mort qui se reflète dans quasiment tous les personnages. Et effectivement, le Dain là-dessus avait aussi cette forme de tristesse, même un Mandibule qui allait vraiment dans le gaguesque, on va dire, avait été nourri par certaines craintes. Et c'est vrai que là, cette crainte, la manière dont elles prennent vie dans l'accident de piano, interroge, amène un certain cœur émotionnel, mais qui n'arrive pas à battre totalement, pour moi, pour réellement aboutir et vraiment toucher. Et c'est vraiment, encore une fois, pour ça que je repense plus à ces dernières minutes, que je ne vais pas dévoiler, même si ici, ça fait un petit moment que le film est arrivé dans les salles, mais où il y a cette ironie qui pointe jusqu'au bout. Et il y a un plan dans la neige, un plan d'animal, je vais essayer de pas trop dévoiler, qui finalement est assez libérateur et trouve une certaine forme de poésie, encore une fois, de l'absurde, où l'on peut s'interroger sur ce rapport à la mortalité, à l'enfermement que l'on s'impose. Et c'est vrai que, encore une fois, ce côté enfermement, on a dans Fumer fait tousser, on avait l'enfermement des personnages dans des codes de séries à la Power Rangers qui n'arrivent pas totalement à sortir de leur costume et qui se retrouvent même face à un final où il n'y a pas possibilité de vraiment revenir dans le temps, de réparer l'erreur. Et c'est comme si l'acte était fait, comme si l'erreur était présente et qu'il y a cette impossibilité de Dupieux de passer au-dessus. Et c'est vrai que le résultat, ça en fait quand même quelque chose qui est intéressant. Quand j'en vois ou quand j'entends des gens qui limitent Dupieux à un artiste de l'absurde, je trouve que c'est passé à côté d'énormément de choses. Sa manière de gérer l'absurde, d'interroger celui-ci, de justement questionner une forme de réalité qui est presque, j'ai pas envie de dire cartoonesque, on n'est pas nécessairement dans le cartoon, mais qui a un glissement tel de notre quotidien qu'il en devient tragique et drôle à la fois. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai peur de m'enfermer moi-même dans un cycle critique, donc je préfère de retenir la parole. Non, c'est assez intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de Dali. Le rapport avec Dali est assez évident. On pourrait presque faire aussi un rapport avec le deuxième acte, du coup, qui formerait une certaine trilogie thématique. Alors, à mon sens, Dupieux, et pareil, j'en reviendrai juste après, ça n'a pas trop de sens de parler de trilogie thématique dans le sens où quasiment toutes ces thématiques commencent depuis son premier long métrage, Steak, avec Eric et Ramsey, où il y a énormément de ces thématiques qui reviennent systématiquement. Mais là, d'habitude, il y a beaucoup de choses où Quentin Dupieux interroge l'art et interroge sa notion de l'art et sa notion artistique. Par exemple, dans Wrong Cops, il y a toute une séquence qui est assez drôle où Éric Judor fait écouter sa musique à un autre personnage et l'autre personnage dit c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est inécoutable, c'est nul, etc. Et ce qui est drôle, c'est que la musique que Éric Judor passe, c'est une musique de Quentin Dupieux. C'est une musique que Quentin Dupieux, sous son pseudonyme Mister Oiseau, a composée avant et qui remet presque... Quentin Dupieux se remet à nu devant nous, il considère que c'est de la merde, mais il nous le redistribue à nous spectateurs et il dit qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette musique. Et je trouve qu'il y a une certaine humilité. Moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dupieux, c'est quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de condescendant, et j'ai du mal, alors peut-être, parce que je ne le connais pas personnellement, mais quand je vois ces films, j'ai du mal à voir ça, parce que, au contraire, j'y vois une modestie assez permanente. Et je disais donc qu'il y avait une trilogie thématique de la remise en question de l'artiste. Tu l'as dit, dans le deuxième acte, ce sont des acteurs qui jouent des acteurs. On n'est pas là pour parler du deuxième acte. Et dans Dali, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a le personnage de Dali, et comme Dali était un personnage assez insaisissable, on le fait jouer par 6 acteurs, et on est vraiment sur un artiste, vraiment, où on est là pour disséquer un artiste. Mais Galoche, c'est un petit peu la même chose. Dans l'accident de piano, c'est un personnage qu'on dissèque, elle se fait passer pour une artiste, mais... Voilà, on est là pour la disséquer, on est là pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Effectivement, je pense que c'est un film assez froid, alors sans mauvais jeu de mots parce que ça se passe à la montagne, mais c'est un film qui est assez froid plus que d'habitude, parce que tout simplement, j'ai vraiment la sensation, moi, que la mélancolie que Dupieux a commencé à mettre
au fil de ces films, commence à vraiment atteindre une sorte de entre guillemets de point de rupture. C'est-à-dire que là, on est avec le Dupieux peut-être le moins optimiste vis-à-vis de la situation de laquelle il parle. C'est-à-dire que là, Magaloche, c'est quand même très clairement une critique des influenceurs. Là, pareil, on n'invente rien, c'est assez évident dans le film, mais Magaloche, c'est assez drôle parce que Magaloche, c'est un mix assez parfait entre les influenceurs type Thibaut InShape, ces personnages qui font des vidéos courtes qui n'ont pas trop d'intérêt, Wolverine parce qu'elle est capable de se ressusciter. T'as l'impression elle ne sent pas la douleur, donc elle fait des trucs de fou, mais je veux dire, elle se répare, elle guérit à une vitesse qui est anormale. C'est-à-dire que, même si tu ne sens pas la douleur, un Monster Truck, c'est quand même censé te retirer l'usage de tes jambes, enfin passons. Et un mix également avec Jackass qui est d'ailleurs explicitement dans le film, qui est montré, des séquences de Jackass sont montrées dans le film à travers le flashback. Et voilà, c'est un personnage qui est, je trouve, intéressant. Peut-être que effectivement, on est moins dans le ressenti. J'étais peut-être moins dans le ressenti et dans l'émotion pure en regardant l'accident de piano, et peut-être un peu plus dans l'intellectualisation, si on veut, à essayer de comprendre ce que voulait raconter le film et ce que, en dehors de ce qu'il voulait raconter en tant que tel, ce que Dupieux veut raconter en mettant ce film en rapport avec tous ses autres films, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Encore une fois, ça dure 1h30, comme d'habitude, c'est le grand avantage des films de Quentin Dupieux, que certains trouvent comme étant un inconvénient. Au contraire, moi je trouve que c'est assez rapide, et ça, c'est toujours un plaisir de les revoir parce qu'on se dit qu'on n'en a pas pour très longtemps, et ça fait toujours du bien d'avoir des films assez rapides à voir. Mais oui, effectivement, c'est un film qui est assez pessimiste vis-à-vis de son héroïne, mais en même temps, il le dit ouvertement, c'est-à-dire que t'en as parlé à la fin, lors du dernier acte du film, qui est beaucoup plus sanglant. À un moment donné, le personnage de Magaloche dit quand même « Je suis une mère du maître de compétition, je me roule dans toute mon horreur comme une truie et je m'en délecte ». C'est une phrase qui veut quand même tout dire, c'est-à-dire qu'à aucun moment, Quentin Dupieux ne donne une quelconque bonté à ce personnage, et c'est pas avec la séquence finale qui peut éventuellement te donner une petite empathie pour elle, qui va changer l'image que les gens ont d'elle, qui est quand même, effectivement, c'est un personnage d'une horreur absolue. Elle n'a vraiment, t'as pas envie d'aimer ce personnage-là, et il y a aucun personnage dans le film qui est réellement aimable. Le personnage de Karim Leclou qui joue une sorte de fan, mais qui en a rien à cirer. C'est-à-dire pareil, la séquence de fin où ils sont plus contents d'être là, de regarder un tournage, peut-être l'ultime tournage de Magali, c'est quand même d'un cynisme absolu. Le personnage de Sandrine Kiberlin qui, sous prétexte de vouloir être une journaliste, fait du chantage pour essayer d'arriver à ses fins, c'est pareil. Elle n'a pas vraiment grâce aux yeux de Dupieux. Et le personnage de l'assistant, à la limite, c'est peut-être celui qui subit le plus les choses parce qu'il fait un petit peu le toutou, le chien-chien de Magali. Ça, pareil, c'est très très drôle parce que je dis que c'est assez peu drôle, mais il y a quand même énormément de choses qui se jouent dans les détails. Moi, j'ai beaucoup ri quand à un moment donné, elle est au téléphone avec la journaliste et que elle parle à son assistant rentre et lui parle, et elle dit « Ah, je vous dérange, vous êtes avec quelqu'un ?» Il fait « Non, c'est mon chien qui vient de rentrer dans la pièce. » C'est juste hilarant parce qu'effectivement, le personnage de Jérôme Commandeur joue le petit toutou, le petit chien-chien de Magaloche à être là, à être à ses petits besoins, même à acheter la bonne marque de yaourt parce que c'est une connasse qui n'aime qu'une seule marque de yaourt. Enfin, je trouve que c'est assez drôle. Il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire chez Quentin Dupieux depuis quelques films. C'est sa manière depuis quelques films, c'est quand même depuis Réalité, hein, donc ça fait un petit moment que ça dure, mais c'est cette volonté de jouer. On dit souvent que Dupieux c'est un sale gosse, mais là c'est peut-être le sale gosse envers ses collègues, j'ai envie de dire, ses collègues réalisateurs, c'est-à-dire que le personnage de Sandrine Kiberlin s'appelle Simone Herzog. Je trouve ça très drôle. Il y a peu de choses à dire sur Herzog, mais c'est assez marrant. Il y a une phrase très connue dans Réalité que Alain Chabat prononce. Il dit une phrase qui s'appelle « Kubrick mes couilles ». C'est un truc qui me fait beaucoup rire. C'est dans ce film-là, à un moment donné, il fait « Ouais, tu t'es pris pour Spielberg ou quoi ?» Puis elle fait « Mais c'est qui Spielberg ?» Et puis il y en a une, elle lui répond « Oh, c'est un gars qui faisait des films avant, je crois, des vieux films et tout. » Mais c'est vraiment cette volonté de ne pas, en fait... je pense que c'est un peu là aussi, on peut le prendre pour quelqu'un de condescendant, c'est que Dupieux ne rougit pas, en fait, devant ces grands noms-là. Il s'en fiche que les types soient Kubrick, Spielberg ou un tel. Lui, il fait ses films. Effectivement, on va pas le comparer avec un tel. Mais c'est, je trouve, assez drôle, d'autant que il y a aussi cette phrase très condescendante de Magali qui donc parle au grutier et lui dit mais c'est de la mise en scène, t'y connais quelque chose toi en mise en scène, moi je m'y connais en mise en scène. C'est vraiment, il y a toutes ces petites phrases où on a vraiment l'impression de voir un Quentin Dupieux énervé face, on va dire, aux gens qui comprendraient pas forcément ce qu'il fait. Et puis la dernière réplique, et je vais arrêter de faire de balancer des répliques à tort et à travers, mais qui m'a beaucoup fait rire, c'est pareil, durant l'interview, Dupieux Magali dit quand même une phrase qui est lourde de sens si on la prend
dans le cas de la filmographie de Dupieux, c'est une réplique qui dit « Les images que je tourne n'ont aucune valeur, je m'en fous ». Mais ça en dit quand même, c'est incroyable. Si c'est réellement ce que pense Quentin Dupieux de son propre cinéma, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il tourne des films pour tourner des films, et une fois que le film est tourné, il n'en a plus rien à cirer du film qui tourne. Et d'ailleurs, il a dit dans une interview il y a assez peu de temps qu'il réfléchit pas forcément aux liens qui sont à faire en fait de film en film, et que généralement les gens qui trouvent des liens les trouvent parce que ces liens-là sont là de fait, parce que il peut pas s'empêcher de parler de ci, de ça, ou avoir des choses qui se ressemblent, comme le cadre de la montagne ou le cadre du meurtre ou des choses comme ça. Et c'est assez intéressant d'avoir cette sensation. Alors je me méfie un petit peu de ce que peut dire Dupieux en interview, parce que je pense qu'il est plus conscient de certaines choses qu'il ne veut bien le faire croire, et je pense qu'il a un petit côté troll quand il parle en public, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes dans ce film-là, si on veut partir du principe que Dupieux veut nous dire quelque chose à travers le personnage de Magali. Effectivement, tu soulèves plein de points intéressants sur lesquels j'ai en même temps envie de rebondir, et en même temps non, parce que j'ai l'impression que tu les as assez bien développés pour éviter une forme de répétition, et pour éviter aussi de faire un épisode plus long qu'un film de Dupieux, sachant que effectivement cette durée, je trouve que ça renferme bien ce côté concentré du sujet, et au final, comment aller plus loin sur certains points, j'ai pas l'impression que le film ait nécessairement besoin de plus à ce sujet, niveau durée en tout cas, on se comprend. Là-dessus, j'essaie de voir sur quoi rebondir, mais effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de voir cette crainte revenir de film en film, et qu'au final, même si c'est inconscient de sa part, y voir une part de lui. Et je me demande justement ce qui sera apporté dans son prochain film, étant donné que justement celui-ci amorçait quand même un certain point d'angoisse. Et je serais curieux de voir s'il repartirait plus vers quelque chose qui est faussement non-sensique, ou vraiment dans ce premier degré. Encore une fois, quand je dis premier degré, on se comprend premier degré dans le sens Dupieux, où on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus cadré, comme je disais Yannick, mais tu mentionnais effectivement très bien le Dain à ce sujet. Donc voilà, non, je pense qu'on a bien abordé le film à ce sujet, sauf si tu as envie de prolonger quelques points. Je voulais rebondir sur un truc que j'ai dit moi-même il y a peu de temps. C'est vrai que j'ai parlé donc du côté fan de Karim Leclou. Je trouve que c'est pareil, ça donne un contrepoint assez intéressant par rapport au film Yannick, parce que Yannick, en fait, il y avait ce côté peut-être un peu démago, où le personnage se lève et dit votre pièce c'est de la merde, moi je vais tourner une pièce qui est meilleure que celle-ci. Sous-entendu, le public a tous les droits en fait. Et ici, au contraire, le public est vraiment ridiculisé. Il est à la fois montré en tant que meute face au personnage de Magali, cette meute avec des pancartes. On a l'impression de voir, vous savez, ces espèces de fans de boys band en fait. Mais il y a cela, et il y a le personnage de Karim Leclou qui lui est vraiment d'un cynisme. Il est juste là pour avoir sa petite photo et pour rouler une galoche à ma galoche, ou du moins à son poster. Et voilà, ça apporte un contrepoint sur l'image. Alors peut-être, au contraire, c'est pas un contrepoint. Peut-être que Dupieux considère que le public de théâtre, quand bien même ce serait du théâtre de boulevard, a raison de gueuler, alors que, à contrario, il méprise ouvertement le public des influenceurs. Je ne sais pas, peut-être qu'on en est là. Mais il y a beaucoup de choses qui transparaissent en fait de la moindre phrase. Moi, j'aime beaucoup cette mélancolie chez Dupieux en règle générale, et quelque chose par exemple qu'on n'a pas assez soulevé, c'est ces peurs en fait, ces espèces d'obsessions du quotidien, ces obsessions du climat, ces obsessions sur le temps qui passe. Le temps qui passe c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup dans l'Accident de Piano, mais c'est quelque chose qu'on a énormément dans ces autres films. Incroyable mais vrai tourne tout le temps, c'est le thème du film, il tourne autour du temps qui passe. Fumer fait tousser se termine par une mélancolie absolue, parce que ça se termine sur la fin du monde, et pour échapper à la fin du monde, ils doivent changer d'époque. C'est quand même le thème du film, c'est-à-dire que ça se termine sur changement d'époque en cours. Et sous-entendu, pour aller mieux, il faut changer d'époque, retourner dans le passé. Fumer fait tousser est assez intéressant sur ce point de vue, si on le part vraiment sur cette volonté de Dupieux de montrer toujours en permanence à quel point il est vraiment effrayé par son époque, disons. Il y a énormément de choses dans ce film qui je trouve sont à relever. Là, du coup, je balance des choses un petit peu dans le désordre. On n'en a pas beaucoup parlé. Adèle Exarchopoulos est absolument génial dans le film. Jérôme Commandeur aussi. Enfin, tous les personnages sont super, mais je dirais que ces deux-là ressortent vraiment. Et Adèle, c'est vraiment un super personnage. C'est un des personnages les plus intéressants, les plus drôles
drôles, je sais pas, mais au moins les plus intéressants de la filmographie de Dupieux. C'est un vrai personnage de cinéma. Entre vraiment sa manière de parler qui est d'une vulgarité absolue, ses espèces de rires un peu de débile, son appareil dentaire évidemment, son appareil dentaire qui est le signe distinctif de ce que peuvent faire ces influenceurs qui sont là à devoir avoir des signes distinctifs et des gimmicks pour montrer que c'est effectivement eux, alors que bon, bah, si t'as grandi avec un influenceur, tu connais forcément sa tête, appareil dentaire ou pas. Et en plus, c'est vraiment une abrutie, désolé de le dire, mais c'est une Golemont, Magali, je veux dire, elle est débile. Dès que Sandrine Kiberlin dit 2-3 mots qui sont un petit peu... c'est vraiment des mots d'un langage courant, elle est juste parfaitement stupide. Mais ça marche. Elle est très drôle, et elle est drôle à chaque fois qu'elle l'insulte, qu'elle dit quelque chose. L'humour à base d'insultes me fait énormément rire. C'est un film qui est moins absurde, peut-être un petit peu moins drôle, ou alors l'humour se base vraiment sur des petites choses comme ça, des petites répliques qui sortent. Et pour le coup, on est vraiment plus sur une espèce de thriller un petit peu gênant qui finit presque, du coup je vais spoiler un peu, mais finirait presque sur un slasher en fait. Ça reste assez drôle, ça reste pour le coup assez triste. C'est vrai que pour le coup la fin est peut-être une des plus tristes de la filmographie de Quentin Dupieux. Et puis je terminerai cette dernière intervention, je pense, sur une phrase qui m'a beaucoup fait rire, qui a lieu au début du film. Jérôme Commandeur, avec Magali dans sa voiture, percute un corbeau. Alors, ils enterrent ce corbeau qui est mort, et en l'enterrant, Magaloche prononce cette phrase « Tu ressusciteras dans quelque chose d'un peu moins nul qu'un oiseau », et sachant que le pseudonyme de Quentin Dupieux est Mister Oiseau, ça m'a beaucoup fait rire. Et donc du coup, je pense qu'on en a terminé sur ce film qui est assez riche, même si on peut ne pas l'aimer dans un plaisir immédiat. Ça reste un film, je trouve, assez riche, comme toute la filmographie de Quentin Dupieux, qui, je trouve, est pas forcément assez traitée, et j'espère que dans cette émission, on reviendra un jour sur sa filmographie dans son ensemble, parce que moi, je trouve que c'est un des réalisateurs français en activité les plus intéressants, du point de vue du contemporain, du moins. Et donc voilà, je vous conseille d'aller voir le film. Je pense que c'est un peu compliqué parce qu'on enregistre cette émission début août. Ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti, mais je pense qu'il est encore dans quelques salles. Vers chez moi, il est encore dans quelques salles, notamment. Donc on vous conseille fortement d'aller voir le film. Et voilà, pour le moment, nous allons vous parler de chacun de un coup de cœur. Et je vais laisser la parole à Liam qui va nous parler en premier d'un coup de cœur à conseiller. Écoute, je vais rester dans la thématique étant donné que je suis tout à fait d'accord avec toi pour Dupieux et que ce serait un plaisir. D'ailleurs, j'étais revenu dans une autre émission à son sujet sur toute sa filmographie, donc vraiment, ça me ferait... Ce serait top de recommencer pour l'Eclipse. Si tu veux, tu peux citer l'émission en question, hein, c'est pas un problème pour nous. Ah oui, bah c'était l'émission chez Bodard qui était diffusée sur Twitch et dont le replay est toujours sur YouTube. Donc voilà, c'était un excellent souvenir, sachant que c'était pour la sortie de Yannick, qui est le film que j'ai envie de remettre en avant, étant donné que c'est pour moi son meilleur, parce qu'il parvient à être à la fois d'une maîtrise absolue, mais en même temps contaminé par un absurde, dans un équilibre qui est tellement précaire qu'il en devient magnifique parce il y a une grande fragilité en son sein. Il y a quand même cette confrontation entre un acteur qui est maintenant très connu dans ses codes, comme Raphaël Quenard, qui apporte une énergie qui s'oppose justement à un autre casting beaucoup plus carré, beaucoup plus enconcé dans des points assez connus, comme Pio Marmaille et Blanche Gardin. Mais je trouve que Yannick est d'un film assez fort et en même temps assez subtil sur le rapport que l'on peut avoir en tant que spectateur ou en tant que critique à l'art en général. On a déjà souligné quelques points ici et effectivement, il y aurait encore matière à traiter des résonances. Et je trouve que c'est clairement son film le plus, je dirais pas le plus abouti parce que ça fait assez condescendant pour moi de dire qu'il est absolument abouti, mais je trouve que c'est le film qui pour moi, véhicule le plus la force thématique, la force visuelle et tout ce qui fait de Quentin Dupieux un réalisateur à part, avec beaucoup d'estime pour ses personnages, beaucoup d'estime pour ses spectateurs, et en même temps une cruauté qui est assez touchante. Sans trop en dévoiler, je trouve encore une fois que le dernier plan est assez fort de tristesse pour marquer tout du long. Donc vraiment, Yannick, personnellement, c'est mon préféré de Quentin Dupieux. Donc si jamais vous voulez vous revoir sa filmographie, n'hésitez pas à repasser dessus, parce que pour moi, c'est vraiment un excellent film.
Ouais, Yannick, c'est super, et comme tu l'as dit, ce dernier plan est assez beau, mais alors je sais pas ce que t'en penses, on va dériver un petit peu. Moi, j'y ai beaucoup vu, alors toi tu es belge, donc ça t'a peut-être un peu moins marqué, mais j'ai beaucoup vu avec cette image du GIGN devant un théâtre et cette espèce de silence, un rapport évidemment aux attentats qu'il y a eu en France, notamment du coup au Bataclan. Et j'ai beaucoup pensé à ça, enfin c'est vraiment une image qui m'a hanté en voyant un de ces derniers plans de Yannick, voilà, ce GIGN qui effectivement est devant le théâtre, à l'intérieur du théâtre, avance lentement avant d'arriver à l'intérieur de l'enceinte de ce théâtre, là où se joue la pièce écrite par Yannick. Ça m'a beaucoup marqué. Alors, je pense que je suis un des seuls à avoir vu ça parce que je l'ai vu quasiment nulle part ailleurs. Mais c'est pertinent, je trouve. Et puis c'est une très belle dernière séquence, effectivement. Les films de Quentin Dupieux se terminent rarement par une aussi belle image. Moi, je vais conseiller... alors, on va faire le grand écart, parce que je pense que chez Dupieux, Yannick est son plus terre-à-terre, peut-être avec l'accident de piano, et moi, je vais peut-être parler de son plus absurde, qui est Réalité, que je trouve absolument incroyable. Pour le coup, tu parlais de film abouti, moi je pense que Réalité, alors je sais pas si c'est abouti ou pas, parce que c'est pas un terme que j'aime utiliser, mais en tout cas c'est mon préféré. Je trouve que c'est son plus drôle, son plus absurde. J'adore cette ambiance quasiment, alors attention, je mets des gros guillemets, cette ambiance quasiment lynchéenne en fait dans ce film, où on a l'impression d'être dans un Lost Highway, d'être dans un Mulholland Drive, alors pas nécessairement dans l'image ou dans l'ambiance lynchéenne, mais vraiment dans cet emboîtement de petites choses absurdes que l'on retrouve d'une couche de réalité à une autre couche de réalité. C'est un film que j'adore, c'est un film que j'ai revu peut-être 4, 5 fois, 6 fois, enfin il y a beaucoup de films de Quentin Dupieux que j'ai revu énormément de fois, mais j'adore me replonger dans Réalité et j'adore retomber sur la fameuse réplique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, avec Alain Chabat, qui dit dans ce magnétophone « Kubrick mes couilles », c'est, je trouve, un film hilarant. C'est un film dont on aime se perdre dedans, et voilà, puisque tu as conseillé le film entre guillemets le plus terre à terre de Quentin Dupieux, je cite ce qui est peut-être son plus absurde avec, je pense, Dali. Mais on vous conseille évidemment, en règle générale, toute la filmographie de Quentin Dupieux. Alors l'avantage, c'est qu'il a fait beaucoup de films, mais qu'il n'en a pas fait des très longs. Il n'en a fait aucun des très longs. Je pense que son plus long film, je me demande si c'est pas l'accident de piano d'ailleurs, qui doit durer 1h30. Mais en règle générale, il fait des films assez courts. J'adore aussi Réalité. Je suis très content que tu le mentionnes également. Ok, du coup, voilà, sur ces dernières suggestions, on vous conseille d'aller voir l'accident de piano, on vous conseille de voir toute la filmographie de Quentin Dupieux. Comme d'habitude, on vous laisse sur une petite note musicale. C'est une musique que l'on entend, la fameuse musique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un petit peu inquiétante, que l'on entend dans l'accident de piano. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut!